Bonjour, 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 vous allez bien? bien et toi? Oui, ça va, merci. Bon, super, on enchaîne sur 1 heure dans ce cas-là. Oui, Hop, euh, tac. donc du coup, tac tac, on en était. Hop. Donc là, du coup, on fait de la géographie, c'est ça. Voilà. Ouais, Hop. Dal, tac tac tac. Sur géographie. Séquence. Bah, on avait quasiment. Enfin, non, pas presque terminé, mais on avait bien avancé. ouais, tout à fait. Bah, c'est la dernière séquence de toute manière, donc c'est plutôt pas mal. Alors, Donc, on avait fait l'exercice 1, on avait fait l'exercice 2, l'exercice 3, l'exercice 4 de mémoire. ouais, c'est ce que j'avais noté de mon côté aussi. Il faut juste que je retrouve le poly, mais je peux te laisser En commencer. exercice 3, oui, voilà, ça Ouais, on ouais, est. c'est ça. Ouais, Ouais, listé, tac, tac. Oui, donc non, donc on n'a pas fait l'exercice 4 et l'exercice 5. Ok. Et du coup, faut que je lise tout ce qu'il y a entre. Ok. ouais, Donc, c'est ça. tac, tac, tac. Vocabulaire. Division internationale du travail. Situation dans laquelle les pays se sont progressivement spécialisés dans un type de production. La production et le travail dans son emploi sont donc répartis à travers le monde. Firme transnationale, FTN, entreprise présente simultanément dans plusieurs pays et dégageant un chiffre d'affaires d'au moins 500 millions de dollars. Libre-échange, système dans lequel les échanges commerciaux sont libres, ils ne sont pas contraints par des barrières douanières ou des réglementations nationales. B. L'influence culturelle de la France. Environ 2 millions de Français résident à l'étranger, 50% résident dans les pays de l'Union européenne voisins, 20% en Amérique, 15% en Afrique, 10% en Asie et 5% en Océanie. Les plus forts contingents d'expatriés se trouvent aux États-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Suisse et au Canada. Ces résidents travaillent souvent dans des entreprises françaises installées à l'étranger comme techniciens, cadres, commerciaux, enseignants, diplomates, militaires ou médecins. Par ailleurs, la pratique de la langue française ne concerne pas que les ressortissants nationaux. La francophonie est un symbole de la puissance culturelle de la France dans le monde. La francophonie est issue du passé colonial français à son apogée entre l'entre-deux-guerres. Mais la francophonie concerne aussi des États qui n'ont jamais été colonisés par les Français. Document 14, les espaces de la francophonie. Là, du coup, on voit les espaces, tac, tac. Une charte de la francophonie a été adoptée à la conférence de Hanoï en 1997. Elle insiste sur des objectifs de paix, de coopération, de développement de la démocratie, de prévention des conflits, de défense des droits de l'homme et sur l'intensification du dialogue des cultures et des civilisations. La francophonie s'est dotée de structures permanentes comme l'Agence intergouvernementale de la francophonie, AIF, dont les missions sont de promouvoir des programmes de coopération entre les États membres. Elle dispose de 3 bureaux à Lomé au Togo, à Libreville au Gabon, à Hanoï au Vietnam. Ces structures permettent de faire progresser les valeurs fondatrices de la France, la défense des droits de l'homme, des libertés publiques, de la démocratie et l'éducation. La langue française est une langue de premier plan pour les relations diplomatiques dans le monde. La langue française a tenu le rôle de langue diplomatique de référence jusqu'en 1919. C'est aujourd'hui encore la seconde langue officielle des relations diplomatiques. Des Français ont occupé ou occupent encore des postes à haute responsabilité comme Jacques Delors à la tête de la Commission européenne, Bernard Kouchner au commissariat des Nations Unies pour le Kosovo ou Simone Veil à la présidence du Parlement européen entre 1979 et 1982. La promotion de la langue française est surtout assurée par le réseau des centres de l'Alliance française, plus de 800 dans 131 pays qui ont accueilli plus de 480 000 personnes désireuses d'apprendre le français. On dénombre également plus de 450 établissements scolaires français à l'étranger. Le relais est aussi pris par les médias
comme par exemple la radio RFI, plus de 40 millions d'auditeurs à l'étranger, ou les chaînes de télévision France 24 ou TV5 Monde, qui diffusent des programmes francophones principalement en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord, et est reçu par plus de 200 millions de foyers dans le monde. Rajoutons que la culture française reste une référence dans le monde. Il existe un mode de vie à la française, la gastronomie, la musique, la littérature, le cinéma français, la mode, le luxe, qui sont également des atouts majeurs pour la promotion du tourisme en France. Le cinéma français est ainsi l'un des seuls qui, au niveau planétaire, peut faire face à l'hégémonie américaine, citons la notoriété du Festival de Cannes. Il pèse essentiellement sur le marché européen. La part du marché mondial des films français représente 63% des entrées en Europe, 18% aux États-Unis, 10% en Asie, 8% en Amérique latine. Oui, du coup, c'est pour ça qu'il y a le Festival de Cannes aussi. Ouais, ouais, c'est Où, ça. Mais justement, il y a c'est étonnant. promouvoir les films. Ouais, Ouais, c'est étonnant qu'il te mentionne juste celui-ci. Enfin, il y en a plein d'autres en fait des oui, festivals, mais en vrai, oui. c'est cool. Ouais. Pourtant, la langue française résiste difficilement à l'uniformisation des cultures dans le monde. Sous domination du modèle américain, la langue française cède du terrain face à l'anglais, comme l'ont confirmé les Jeux olympiques de Rio en 2016, au cours desquels, pour la première fois, le français n'a pas eu sa place de langue officielle. Vocabulaire AIF, agence intergouvernementale de la francophonie. Opérateur principal de la francophonie, l'AIF est chargé de mettre en œuvre des programmes de coopération. Francophonie, organisation regroupant 88 États ou gouvernements et ayant la langue française comme élément de partage. 2. L'Europe, un levier de la puissance française. La construction européenne a donné à la France un développement économique très important. Celui-ci a contribué à la construction et au renforcement d'une puissance française reconnue à travers le monde. Or, sans l'Europe et ses apports financiers, économiques, technologiques, la France ne serait pas la puissance qu'elle est actuellement. Cela se retrouve dans les domaines industriels comme agricoles. A. La politique agricole commune. La politique agricole commune, PAC, est une politique mise en place à l'échelle de l'Union européenne, UE. Elle est fondée principalement sur des mesures de contrôle des prix et de subventionnement visant à moderniser et développer l'agriculture. Le traité de Rome de 1957 définit les bases de la PAC et comme le synthétise le document 15, lui assigne 5 objectifs précis: accroître la productivité de l'agriculture en développement le progrès technique et en assurant une utilisation optimale des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre, assurée au niveau de la vie équitable à la pollution agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture, stabiliser les marchés, garantir la sécurité des approvisionnements, assurer des prix raisonnables aux consommateurs. Document 15, les grands objectifs de la PAC. Donc les grands objectifs de la PAC, donc accroître la productivité de l'agriculture, garantir la sécurité des approvisionnements, stabiliser les marchés, assurer des prix raisonnables et assurer un niveau de vie équitable. L'agriculture est incontestablement le secteur économique dans lequel l'intégration communautaire est la plus poussée. Le financement de la PAC représente environ le tiers du budget de l'Union européenne et cette part a même atteint par le passé près de 70% en 1970 puis en 1984. Son poids reste encore considérable et la somme correspondante s'élève à 60 milliards d'euros pour l'année 2018. Le budget de la PAC est essentiellement financé par le produit des droits de douane à l'entrée du territoire communautaire, un prélèvement sur la TVA et une cotisation sur le revenu national brut, RNB. Les deux grandes actions majeures de la PAC sont le soutien des prix agricoles et le subventionnement de la production. Regroupées sous le vocable premier pilier, ces interventions représentent 80% de son budget. Le deuxième pilier subventionne diverses actions de développement rural, c'est-à-dire de maintien de la vie rurale, et couvre les 20% restants. Document 16, le budget de l'Union européenne en 2017. Donc administration 6%, l'Europe dans le monde 6%, sécurité et citoyenneté 3%, croissance durable des ressources naturelles 37%, cohésion économique, sociale et territoriale 34%, compétitivité pour la croissance et l'emploi 14%,
Chiffre issu du site internet officiel de l'Union européenne. Avec la PAC, l'Union européenne est devenue une véritable puissance agricole mondiale. Elle concurrence les États-Unis en termes d'exportation comme d'importation de denrées agroalimentaires. Elle est considérée comme le leader mondial pour plusieurs produits, notamment l'huile d'olive, les viandes, les vins, le whisky et d'autres spiritueux. L'Union européenne reste toutefois un grand importateur de différents types de produits. Ces avantages naturels liés aux bienfaits de la PAC ont conduit à de très rapides améliorations de la productivité, à une production plus importante et à la sécurité alimentaire pour la plupart des produits. Les pays européens, dont la France, ont bénéficié de ces politiques. Vocabulaire RNB, revenu national brut, ensemble des richesses comprenant le PIB, plus les revenus nets bruts de l'étranger, salaires, impôts. B. La France, principale bénéficiaire de la PAC. La PAC d'aujourd'hui exprime un choix politique de notre société. Continue à soutenir l'agriculture de l'Union européenne tout en répondant aux attentes du citoyen, du contribuable et du consommateur dans le cadre d'économies rurales durables et dynamiques. En tant que première puissance agricole et premier contribueur de la PAC, la France est le principal moteur de cette politique, mais aussi en aval en reste le premier bénéficiaire. Exercice 4, la France, une puissance agricole européenne. Document 17, le poids de la production agricole française au sein de l'Union européenne en 2016. Donc répondez à la question suivante sur votre support de cours. Donc 1, quel est le poids de l'agriculture française en Europe? Ok, bah du coup je vais essayer d'y répondre. Ok, très bien.
Du coup, je pense que c'est bon. Ok, très bien. Euh, donc, du coup, j'ai mis en 2016 la production agricole de la France représente une part significative de l'agriculture européenne, avec une valeur dépassant les 40 millions d'euros. Ce chiffre place la France parmi les plus grands producteurs agricoles de l'Union européenne, bien qu'elle soit devancée par l'Allemagne qui occupe la première place, avec une production de 52,9 milliards d'euros. L'Italie, quant à elle, génère environ 22,4 milliards d'euros grâce à ses productions de fruits, légumes et surtout de vin, tandis que l'Espagne se situe autour de 15,4 millions d'euros. D'autres pays de l'Union européenne, bien que contribuant de manière importante, ont des productions agricoles inférieures à 10 milliards d'euros, telles que la Pologne et les Pays-Bas. Donc ainsi, la France se situe parmi les leaders européens en matière de production agricole, mais elle est devancée par l'Allemagne qui reste le plus grand producteur agricole de l'Union européenne en 2016. Bah, très bien. Pour la forme de la réponse, c'est très bien. Je crois que j'ai juste vu des millions se balader. C'est bien en milliards d'euros pour... Milliards, ok, milliards, Ok. pardon. Non, non, il n'y a pas de souci. Mais tu as 10 milliards et d'autres fois, tu as 10 millions. Je ne Oui, sais pas si c'était oui, un lapsus, mais c'est en milliards d'euros pour les chiffres. Et pareil, le chiffre de la France, je ne sais plus lequel tu avais relevé, mais c'est 70,3 milliards d'euros. Je oui, crois que tu avais dit 52,9, mais peut-être que j'ai mal entendu et c'était pour oui, l'Allemagne. oui. Ok. Bah, dans ce cas-là, non, mais par contre, sur la forme de la réponse, c'est très bien. Donc, Ok, ok. enfin, la compétence lire une carte et rédiger un texte argumenté pour répondre à une question, c'est très bien. Donc, pas de souci. Ok. Du coup, je continue à lire un petit peu, il y a un peu de texte. Euh, Ok. Document 18, la répartition de la PAC entre les États membres en 2015. Donc on a donc entre 5 et 9 milliards, donc on a l'Espagne, la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Pologne et l'Italie. Entre 1 et 5 milliards, on a l'Autriche, la République tchèque, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, le Mhm. Portugal, l'Irlande et le Royaume-Uni. Entre 0,5 et 1 milliard bénéficiant de la PAC, donc on a les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Finlande et la Lituanie, la Slovaquie Ouais. aussi. Et moins Mhm. de 1,5 milliard, donc on a la Slovénie, la Croatie, la Lettonie et l'Estonie. Tout à Voilà. fait. Et également, 8,9 montant de la PAC. Donc oui, donc ça après c'est... Bah, on a le Malte, on a Malte, il y a Ouais, c'est Malte, et ça. après bah, c'est tout le reste qui entoure. Ouais, c'est ça. Euh, La France est l'État membre qui a perçu le plus d'aides au titre de la PAC, soit près de 9 milliards d'euros. Elle est suivie par l'Allemagne, 6,4 milliards, et l'Espagne qui reçoit environ 6 milliards d'euros. L'Italie, quant à elle, est sur la quatrième marche avec 5,5 milliards d'euros. Euh, 5,5 milliards d'euros, suivi de près par la Pologne, dont le montant des aides s'élève à environ 4,5 milliards d'euros. Premier Mhm. bénéficiaire, la France reçoit davantage de parts de la PAC qu'elle n'y contribue. Les subventions allouées permettent une augmentation conséquente du revenu des agriculteurs, puisqu'en moyenne, environ 25% de leurs revenus proviennent de subventions européennes. La France est une puissance mondialisée. Les entreprises, les volontés politiques d'agir sur le monde de l'Union européenne donnent à la France un rayonnement international incontestable. D'autre part, le territoire est relié à l'Europe et au monde par un réseau de transport performant. Il permet aux entreprises françaises comme étrangères de bénéficier d'un ancrage territorial fort et dynamique. 1. L'importance des métropoles. Paris est le siège du gouvernement de la démocratie en France. Le pouvoir exercé par Paris influence des territoires aux échelles très variables et confère à la capitale un rayonnement majeur. Cependant, à l'échelle régionale, d'autres métropoles prennent le relais de la capitale et contribuent au rayonnement de la France. Paris est une ville-monde. Au début des années 1990, S. Sazen a défini la notion de ville-monde. Selon elle, une ville-monde rayonne sur l'ensemble de la planète à travers des activités qui sortent du lot.
Ces villes sont en quelque sorte des pôles d'impulsion à l'échelle du monde. Sazen définit trois villes-mondes, New York, Londres et Tokyo. Chacune de ces villes est située sur un continent qu'elle contribue à polariser. Si Paris ne fait pas partie de cette première liste, elle rayonne également à travers le monde à à plus d'un titre et s'avère être aussi une ville-monde reconnue. L'importance diplomatique de Paris s'exprime ainsi à l'échelle mondiale. Plus de 180 États y sont représentés par des ambassadeurs et des consulats. De plus, l'UNESCO, fondée en 1945, y possède son siège. Bureau de l'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO agit dans quatre domaines: l'éducation des enfants, le dialogue entre les cultures, la coopération scientifique internationale et la défense de la liberté d'expression. Son objectif est de maintenir la paix entre les peuples, fonction première de l'ONU. L'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, fondée en 1961, a également son siège à Paris. Elle a pour mission de promouvoir les politiques qui améliorent le bien-être économique et social partout dans le monde. Elle compte 34 pays membres et produit, diffuse des informations et des réflexions sur les flux mondiaux, le commerce et la croissance verte. De même, la France dispose d'ambassades réparties à travers le monde, ce qui lui confère une présence internationale incontestable. Paris est donc à la tête d'un réseau diplomatique très dense et actif. Paris est la capitale mondiale de la culture à travers notamment la mode et le luxe. Même si cette situation change quelque peu et voit des villes comme New York s'imposer, Paris reste une référence incontournable. Des musées tels que le Grand Louvre contribuent à renforcer ce rayonnement. D'autant plus que le Grand Louvre acquiert une dimension mondiale avec son extension à Abu Dhabi. Le partenariat passé entre la France et l'Émirat voit se réaliser la construction d'un second bâtiment du Louvre. Il accueillera au Moyen-Orient environ 300 œuvres des musées du Louvre, d'Orsay et du Centre Pompidou. Cette omniprésence culturelle est renforcée par d'importants parcs de loisirs aux références multiples. Le parc de Disneyland Paris accueille des visiteurs de l'Europe entière. Il reflète ce rayonnement de la capitale française et son accessibilité sur un territoire plus vaste. De même, mais avec une référence purement française, le parc Astérix met en scène la vie des héros de la bande dessinée connue dans le monde entier. Document 19, le quartier des affaires de la Défense est bien visible derrière la tour Eiffel. Ouais. Paris joue un rôle très important dans les activités de direction, de formation et de recherche. C'est à Paris que se sont installés 36 sièges sociaux des 500 premières plus grandes entreprises du monde, ce qui place Paris devant Londres, mais loin derrière d'autres villes comme New York. Le quartier de la Défense est emblématique et ses entreprises au rayonnement mondial. De ces entreprises au rayonnement mondial. C'est le premier quartier des affaires européen par l'étendue de son parc de bureaux. L'Île-de-France est également une grande région industrielle qui regroupe des activités de haut niveau technologique liées à la proximité des sièges sociaux et des laboratoires de recherche. Cette domination à l'échelle hexagonale est principalement influencée par une situation historique de carrefour et une organisation fortement centralisée. Document 1, Paris, pôle mondial. Donc on a les bases de la puissance parisienne. Donc Paris intramuros, espace urbanisé continu en dehors de Paris, les aéroports parisiens, donc Orly, Le Bourget et Roissy-Charles de Gaulle. Mhm. Les quartiers d'affaires, donc avec la Défense, les ambassades et sièges d'organisations internationales, la concentration d'industries de haute technologie. Les lieux de puissance, donc on a les musées, les lieux à forte concentration touristique. On a les activités de recherche et de formation universitaire, le palais des congrès et le parc des expositions et l'installation et des installations sportives internationales. Ouais, Euh, tout à Paris- fait. Oui. Paris intramuros compte plus de 2 millions d'habitants et la métropole parisienne plus de 10 millions, soit près de 20% de la population française totale. Par ailleurs, le poids démographique de Paris s'accroît notablement quand on y ajoute les agglomérations reliées à la capitale par les réseaux de transport rapide. C'est le cas des autoroutes, mais aussi des lignes TGV qui mettent par exemple Lille à moins d'une heure de Paris. De ce fait, des milliers de personnes viennent dans les villes en périphérie de la capitale et migrent quotidiennement pour leur travail. Vocabulaire, donc Paris intramuros, littéralement Paris entre les murs, se dit de la ville de Paris originelle, celle des 20 arrondissements cernés par le boulevard périphérique.
B. Les métropoles structurent le territoire. L'organisation du territoire se caractérise par la prédominance des métropoles. Paris, métropole mondiale, est le centre politique, économique et culturel du pays. La métropolisation du territoire concerne donc Paris, mais aussi les métropoles régionales qui concentrent les richesses, les activités, les emplois et les services. Les villes les plus dynamiques sont celles reliées aux grands axes de transport autoroutier et lignes à grande vitesse, mais l'inégal accès au réseau et à la concentration d'activités place Paris en tête de liste des villes françaises. Elle domine toutes les autres et rayonne à l'échelle mondiale. Ok. Donc oui, donc document 21, le réseau de transport de Paris, donc axe terrestre majeur, axe terrestre important, les carrefours majeurs, importants, secondaires, les principaux ports et les principaux aéroports. Ouais, qu'elle est bien desservie. Ouais, tout à fait. Le réseau autoroutier se développe en étoile autour de Paris. Il relie la capitale à Lyon, mais aussi au nord en direction de Lille, à l'ouest et à l'ouest du territoire. Ce réseau se prolonge dans les années 1970 vers Strasbourg, Le Mans et Tours. Dans les années 1980, les aménagements réalisés ambitionnent un rééquilibrage au sein du territoire par le désenclavement des régions de l'ouest et du Massif central, en prolongeant le réseau en étoile. Les premiers axes contournant la capitale sont également créés à l'est. La densification du réseau s'accentue dans les années 1990 avec la poursuite du désenclavement de l'ouest. Les massifs montagneux et la multiplication des autoroutes interrégionales qui croisent le réseau en étoile et serrent le maillage du réseau. L'intégration du réseau autoroutier national aux grands axes européens concerne essentiellement les autoroutes du nord et de l'est de la France qui sont reliées à la dorsale européenne. Les lignes à grande vitesse sont aussi centrées sur Paris. L'organisation du réseau en étoile, avec une forte polarisation autour de Paris au statut de métropole nationale européenne mondiale, a été renforcée par la construction des lignes à grande vitesse LGV. La priorité est donnée à la mise en relation des principales aires urbaines du pays à Paris. Les premières LGV relient Paris à Lyon, Marseille, Lille, puis Strasbourg et Bordeaux. La volonté actuelle est de multiplier les LGV qui relient les métropoles régionales entre elles, Lyon à Marseille par exemple. Les projets sont aussi de relier le territoire national aux pays voisins avec des réalisations comme la LGV Perpignan Figueras ou les projets futurs de Lyon-Turin ou du Bordeaux frontière espagnole. Le premier équipement des régions du Nord et de l'Est illustre la volonté d'insérer la France dans un réseau européen de voies ferrées à grande vitesse. Les plateformes aéroportuaires. Les principales villes du territoire sont dotées d'aéroports, mais Paris tente encore à concentrer les flux aériens particulièrement de et vers l'étranger. Les aéroports de la capitale Orly-Roissy assurent le plus des trois quarts du trafic de passagers et plus de la moitié du fret. Nice, Marseille et Lyon viennent loin derrière. Les aéroports sont aujourd'hui de véritables zones d'activité qui associent industrie de pointe, services aux entreprises, transporteurs terrestres, hôtels d'affaires. Finalement, le territoire français est polarisé par les métropoles dont Paris. Si les infrastructures de transport sont variées en France, elles participent à la hiérarchisation de l'espace. À l'échelle régionale, les métropoles polarisent les territoires environnants, mais à l'échelle nationale, les réseaux de transport renforcent la polarisation du territoire autour de Paris, ainsi que les phénomènes de métropolisation ou de littoralisation. Les infrastructures de transport traduisent également l'ouverture du territoire français sur l'Europe et sa participation à la mondialisation. Deux, une attractivité centrée sur certains secteurs d'activité. La diversité des réseaux de transport ainsi que leur ancrage européen sont un atout essentiel pour les entreprises. De ce fait, l'industrie française connaît de nombreux succès à l'exportation dans certains secteurs clés que l'on peut hiérarchiser en trois groupes. Un secteur traditionnellement fort, des réussites dans des secteurs clés de l'économie mondialisée et quelques réussites récentes et innovantes. A, des entreprises mondiales. L'industrie hexagonale compte des points forts traditionnels, parmi lesquels se trouvent des entreprises emblématiques de la réussite à la française. En premier lieu, les industries du luxe avec des marques comme LVMH, premier groupe mondial, ou L'Oréal, plus de 90% de son chiffre d'affaires est relié à l'étranger. Les entreprises du bâtiment sont aussi l'un des points forts traditionnels de l'industrie française. Deux groupes français se distinguent particulièrement à l'international et ce malgré un fort
un fort éclatement du secteur en France métropolitaine, avec près de 250 000 entreprises recensées en 2010. Vinci, première entreprise transnationale au monde, et Bouygues, deuxième entreprise mondiale. Vinci et Bouygues connaissent un très fort développement de leurs activités en Asie ces dernières années. Certains secteurs de l'économie parmi les plus dynamiques aujourd'hui tendent à percer internationalement. L'expérience de la France dans le domaine nucléaire permet à EDF de remporter aujourd'hui de nombreux appels d'offres et d'être l'un des leaders internationaux de ces secteurs, que ce soit dans la construction ou le démantèlement de centrales vieillissantes. De plus, Areva place la France au premier rang mondial dans le traitement et l'enrichissement de l'uranium. L'exposition mondiale du secteur de l'énergie ces 10 dernières années assure à la France un rôle d'acteur clé dans ce secteur. Troisième rang mondial pour EDF et quatrième rang mondial pour Engie, donc ex-GDF Suez, dans le secteur de l'énergie en 2019. Le secteur de l'environnement, surfant sur la vague du développement durable et de l'émergence de nouvelles économies, est également en plein développement. Ce secteur compte de nombreuses entreprises françaises, Veolia, Vivendi, Environnement. Reconnus au premier rang mondial, enfin, l'aéronautique et les télécommunications sont également des secteurs clés du développement économique français à l'étranger. EADS constitue une entreprise complètement intégrée à l'échelle européenne et préfigure ce que pourrait être une industrie européenne. La réputation internationale de la France tient également dans la maîtrise de la mise en orbite d'une large gamme de satellites via la famille des fusées Ariane. Dans le marché des télécommunications, trois entreprises françaises sont de rang international, avec France Télécom, Alcatel-Lucent et Vivendi SFR. Ces entreprises rencontrent de beaux succès en Chine ou en Inde et sont particulièrement actives dans la construction des autoroutes de l'information. B, les territoires de l'innovation. Les territoires de l'innovation ont pour vocation de rayonner aux échelles françaises, européennes et mondiales. Ils regroupent des activités de pointe, d'enseignement supérieur et de recherche. Cette concentration résulte d'une action volontariste de l'État qui investit et supervise ce développement à l'aide d'organismes d'aménagement du territoire. L'objectif est de faire coopérer les entreprises, les chercheurs et les établissements de formation et de recherche pour concevoir de nouveaux produits et de nouveaux processus de production et de fabrication. On donne le terme de fertilisation croisée à ce processus. Document 22, les territoires de l'innovation en France. Ok, ta, ta, ta. De manière globale, la diffusion de l'innovation se fait dans le voisinage d'un technopôle. Cette diffusion est cependant inégalitaire. Il est probable que la conception des productions se fasse au sein du technopôle et que leur fabrication ou montage se réalise ailleurs, dans des zones définies pour le pôle de compétitivité. Ce dernier forme néanmoins un territoire de l'innovation associant étroitement un territoire de conception, le technopôle, et un espace de fabrication car il s'agit de biens à fort continu technologique. Ces pôles de compétitivité, labellisés par l'État et soutenus financièrement par la DATAR et l'Union européenne, contribuent à faire de leur région des territoires innovants. Une région est d'autant plus innovante qu'elle dépose un nombre élevé de brevets par rapport à sa population. Après l'Île-de-France, qui a beaucoup de pôles de compétitivité, la Rhône-Alpes, donc Lyon, Grenoble et l'Alsace, PACA, la Bretagne, la Haute-Normandie et le centre et la Franche-Comté sont les principaux territoires régionaux de l'innovation en France. On observe donc que les territoires de l'innovation sont très localisés. Ils se concentrent dans des technopoles regroupant entreprises de haute technologie, laboratoires et universités scientifiques, mais ils s'insèrent eux-mêmes dans des espaces plus larges d'échelle locale ou régionale, tels que des pôles de compétitivité qui incluent les entreprises produisant les biens innovants inventés par des technopoles, leur performance permettant à leur région de les classer parmi les territoires français de l'innovation. Ces technopoles s'inscrivent dans la mondialisation puisqu'ils accueillent des firmes étrangères et certains pôles de compétitivité se classent au niveau mondial, c'est-à-dire qu'ils développent une recherche de très haut niveau, rivalisant avec les centres d'innovation les plus prestigieux de la planète. Enfin, on observe le succès économique de ces territoires qui n'ont cessé de créer des emplois, le plus souvent qualifiés,
En somme, les territoires de l'innovation servent de modèle car ils montrent comment l'espace productif français tire parti de la mondialisation tout en s'efforçant de contribuer à un développement durable, comme le montrent les secteurs d'activité de ces entreprises innovantes. Reste à savoir si c'est le cas pour tous les espaces productifs. Donc, vocabulaire, data, c'est délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale. C'est une administration chargée de préparer et de mettre en œuvre la politique d'aménagement et de développement du territoire. La data est remplacée depuis 2020 par l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Fertilisation croisée, c'est l'interaction et échange entre les acteurs de la recherche, mais aussi de la production. Innovation, donc c'est la recherche constante de l'amélioration de l'existant. Les pôles de compétitivité, donc c'est la politique nationale des pôles de compétitivité qui a été lancée par le gouvernement en 2004. Un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire délimité des entreprises, des laboratoires de recherche et des établissements de formation qui travaillent sur un même secteur d'activité dans des domaines technologiques émergents tels que les nanotechnologies, les biotechnologies, les écotechnologies ou dans des secteurs comme l'automobile, l'aéronautique ou les technologies numériques. L'objectif commun est de favoriser le développement de projets collaboratifs de recherche et développement R&D innovants. Une technopole, c'est une agglomération qui concentre les équipements et les activités de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, le développement technologique et des entreprises innovantes. Un technopôle, c'est une zone d'activité, c'est donc un espace productif regroupant des entreprises de pointe, des laboratoires de recherche publics et privés et des établissements d'enseignement supérieur, écoles d'ingénieurs, universités scientifiques, IUT. Ok, bon là du coup j'ai fini de lire et après il n'y a plus que l'exercice 5. Ouais, c'est ça, c'est le dernier exercice avant de Ouais. terminer Et après sur... le chapitre est complètement fini, enfin il n'y a plus de texte à lire. Ben, c'est ça en Exercice fait, 5, le technopôle de Sophia Antipolis. Bah du coup, comme ça, bah, après on aura fini le chapitre. carrément. Du coup, ça veut dire cet exercice, c'est celui vers lequel on commence la séance prochaine, ou tu le fais de ton côté et on le corrige ensemble sur Bah, la séance je vais prochaine? essayer, si j'ai le temps, je vais essayer de le faire de mon côté. Et comme ça, on le Ok, corrige la semaine prochaine et on peut faire l'évaluation numérique de géographie du coup. c'est très nickel, je pense. Comme ça nous permettrait de terminer la Comme ça, partie voilà, comme ça on a géographie, terminé quoi. ça. Ouais, et ça pourrait nous permettre de nous lancer dans le MC qu'on prépare Oui, tous les voilà, c'est bas. ça. Bah, le MC, du coup, on avait terminé le chapitre. En fait, Ouais, il y a juste à faire l'exercice du débat. ok, très bien. Bah Au ouais, du moins, oui, coup, comme ça qu'on puisse écrire le texte ouais. et après je le révise et puis je l'enregistrerai. Ok. Bah oui, oui, carrément. Bah écoute, c'est toi qui vois. Si tu trouves le temps Oui. d'ici la semaine prochaine, tant qu'à faire, oui. Puis sinon, on se Ok. débrouille Ok. pour le faire sur là. J'ai juste envoyé un message sur la conversation en répondant à ta mère, mais je te le dis à toi aussi. Mon emploi du temps a de nouveau changé. Je suis Ok. disponible aussi le jeudi. Donc, si jamais tu préfères que l'heure qu'on a en ce moment, qui était changée par rapport au fait qu'on avait cours le jeudi, on la Bah, je pense que rebascule du sur le coup, jeudi, comme ouais, tu bah, veux. je pense que du coup, c'est bien peut-être de la laisser parce Ok. que du coup, le jeudi, je crois que j'ai pas mal d'heures de conduite. Et du coup, Ah oui, enfin, je oui, pense que bah ça va ça. tomber dans Ouais. dans Non, les non, il n'y heures. a pas de souci. Non, non, mais je pensais que ça Mais t'arrangeait, du coup, je te le oui, proposais, mais si ça te convient comme on est, il n'y a oui, pas de bah du coup, problème pour ça moi non va. Du plus. coup, ça me convient. Ok, bah parfait, on reste comme ça alors, nickel. Bon, Ouais, super. ok, bah super. Bon, bah du coup, passe une bonne semaine. Je te dis ça, en fait, on se retrouve tout à l'heure en À tout à espagnol. l'heure, Bon, oui, bah à voilà, tout à c'est l'heure ça. en espagnol, ouais. Pas de À tout souci. à l'heure. Et du coup, À tout bah, à l'heure. l'espagnol, je crois qu'on était presque à la fin du chapitre. Aussi, ouais, d'accord. Et du coup, ça veut dire évaluation sur l'heure ou il n'y a pas Oui, d'évaluation? ça pourrait être bien. Et parce qu'en fait, l'évaluation d'espagnol, je crois que pour cette évaluation-là, en fait, ils ont mis deux chapitres. C'est un peu comme les maths. Des fois, ils mettent deux chapitres, mais du coup, c'est le Ok, chapitre aussi précédent qu'on avait déjà fait. sur le tourisme, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ok, En fait, je crois qu'ils mêlent un peu soit dans les exercices, soit dans les trucs, mais bref. ouais, ouais, ok. Bon, bah on Comme regardera ça, du coup bah, ça le... permettrait peut-être de la faire si on... Bah ouais, ouais, non, mais il n'y a pas de problème pour moi, Oui, pas de problème. On voit si on peut la faire et si on peut la oui, faire, let's go. ok, Super. pas de Bon, bah à souci. tout à l'heure dans ce cas-là. Bah, merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure.